Eh ben, Mathieu Zeller, moi je suis producteur du film et patron du studio N-Wave. Bonjour, je suis Jérémy de Gruson, je suis le réalisateur de The Inseparables. Et si tu venais avec moi? Grand, brillant, vivant, quand on... Don, t'as entendu? Et comment? Quelqu'un semble courir un grand péril, et n'est-ce pas magnifique? Le monde va enfin être témoin de mon héroïsme! Ya, 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 ya! Waouh, le mec est complètement secoué en fait. J'aimerais qu'on parle des deux personnages principaux, et notamment de leur chara design. Et ça, c'est vraiment le moteur du film. Dans le buddy movie, il faut qu'on ait des contrastes. Moi, j'aime bien qu'il y ait des contrastes tout le temps. Il y a Don qui est grand et filiforme et qui est dur comme du bois. Et il y a le personnage rond qui est mou et doux. C'est dans la caractérisation aussi. Je veux dire, il y en a un qui est un peu, qui est un peu fou, fantasque, et l'autre qui est un peu plus terre à terre. Et tout ça, ça va driver ça va driver le design. Après, il y avait aussi un petit challenge. Je pense que je parle de Don, donc la marionnette, parce que au début on va faire une puppet. Donc je commence à regarder un petit peu ce qui se faisait au niveau des puppets. En vrai, j'ai même été, on avait été invité pour Bigfoot Family au musée j'avais été au musée des marionnettes. Et toutes les marionnettes, c'était un peu creepy. Enfin, ça faisait un peu peur. Hein. On peut très vite avoir un effet Chucky. Et donc là, on a vraiment travaillé avec une character designer, on va dire, Inge van der Dien, qui a réussi à casser le code un peu de ça et d'avoir des marionnettes vraiment très avenantes et très sympas, parce que c'est important d'avoir un personnage qu'on a envie de voir, parce que si on veut le suivre sur tout le film. Donc voilà, un peu en gros l'histoire sur le character design, qu'est-ce qui a drivé. Et du côté de DJ Doggy Dog, Ouais. qu'est-ce qui a amené à ce personnage-là et ce character design? Alors, dans le script initial, c'était un petit nounours policier. Et moi j'ai suggéré qu'on ait plutôt un nounours rappeur, parce que je trouvais que c'était chouette comme contraste par rapport au côté un peu vintage de Don. On avait fait des recherches de design, on avait vraiment fait un ours, on avait fait aussi un pingouin. Moi j'aimais bien le pingouin. Et il y avait aussi un petit chien comme ça, et on est parti sur ce petit chien. Et puis lorsqu'on a fait la réécriture, les scénaristes ont dit oh, on va l'appeler DJ Doggy Dog, ça marche bien. En plus on peut rajouter moi ce que j'aime bien, c'est vrai qu'on aime bien les chiens. Et par exemple, on peut montrer que sa queue elle bouge quand il est content. Il a des fois des choses comme ça, des mimiques de chien, et c'est ce qui fait que ça rajoute beaucoup ce qu'on appelle d'appeal de personnage. Hein. Et puis il y avait un autre challenge sur le character design, c'est qu'il y a les sections de fantasy qui sont dans un autre traitement. Donc il fallait aussi que les deux personnages vivent de manière différente. Donc Don soit un chevalier valeureux dans son imaginaire, et que DJ Doggy Dog devienne un Sancho Panza de base. Mais qu'est-ce qui tombe par ses doigts? Allons, sors de là! Tu vas manquer le meilleur de l'aventure! Le parfum de l'océan, la puissance des vagues, c'est comme si du sel coulait dans mes veines! Alors, évidemment, Don, on le voit dans deux états différents. On le voit vraiment comme une marionnette inanimée, mais qui est animée par des fils. Et après, on le voit prendre vie. Alors, effectivement, quand il est animé comme une marionnette sur la scène, là, on a vraiment poussé ce côté ragdoll. Donc, où vraiment, il se tient pas tellement, même s'il y a vraiment, il y a pas vraiment de marionnettiste, hein, c'est un peu imaginaire, mais on a vraiment travaillé sur ce côté marionnette, ce côté un petit peu désarticulé. Par contre, quand il est vivant, là, on a un peu plus, effectivement, plus souple. Déjà, on active les contrôleurs du visage pour qu'ils commencent à parler. On a essayé en général, on met un peu de squash and stretch dans l'animation. On le fait un petit peu, mais on l'a pas fait énormément parce qu'on voulait quand même garder la rigidité de Don. Et des fois, donc, Don bouge, déjà il a des grandes jambes, donc des fois il marche un peu de façon un peu traditionnelle, et des fois il a toujours des petites mimiques de marionnette. Par exemple, il y a un moment où là il doit passer sous une grille, pouf, il se met en marionnette, il tourne sur lui-même, puis il se remet debout, puis là il marche normalement, puis après quand il monte, il fait encore un peu sa marionnette pour monter. Donc c'est vraiment, on a vraiment travaillé à différents niveaux cette animation de ce personnage, et aussi de toute la petite troupe. Et de toute la troupe de marionnettes. La petite troupe, on est très fiers parce que c'est une troupe qui fonctionne ensemble. Il y a des personnalités bien différentes. On a une des marionnettes qui est vraiment massive, comme ça, avec des tatouages comme ça. Et alors,
c'est tellement massif qu'en fait, on l'a fait marcher comme ça, comme si elle avait, donc très très rigide comme ça, etc. Mais il y a un moment de danse et là, on a réussi à lui donner, enfin, elle twerk, un peu comme ça. Et là, j'ai demandé au caractère FX de me rajouter un petit peu des petites formes, etc. pour que ça soit beaucoup plus souple. Mais c'est un personnage qui était assez marrant. C'est-à-dire, l'animation était drivée par le design. Ouais, c'est un challenge particulier, effectivement, alors là, c'est la séquence musicale de la fin. Effectivement, il y a une vraie chorégraphie, donc on fait danser les personnages. Là, c'était un challenge d'animation pour tout le monde, effectivement. Ah oui, on a travaillé avec un chorégraphe aussi. Ouais. Bon. L'histoire de base, c'est qu'on a travaillé sur la tournée de Stromae, en fait, avant ce film-là. On a travaillé sur tous les contenus de la tournée de Stromae qui sont derrière lui pendant la tournée. Et notamment, donc on a créé un avatar de Stromae, un personnage de Stromae, qui a été... on a fait danser, en fait, avec notamment une leçon de chorégraphie. Et en fait, à l'occasion de cette expérience sur la tournée de Stromae, on a travaillé avec la chorégraphe de Stromae, Marion Motin, qui nous a confié des vidéos, en fait. Donc on avait des vidéos de Stromae ou de Mario en train de danser. Et les animateurs ont travaillé sur ces vidéos-là. Donc on a eu une première expérience de chorégraphie, avec tout ce que ça suppose en termes de timing, d'être vraiment posé sur la musique, de pas rater les choses, d'être très juste dans la chorégraphie, et avec beaucoup de fluidité, parce que on travaille pas du tout en motion capture, on travaille vraiment avec des animateurs qui regardent une vidéo et qui l'interprètent et la jouent sur l'animation. Et donc en fait, quand on a pensé au musical d'Inséparable, on s'est dit, il faut absolument qu'on ait un chorégraphe. On l'a vécu sur Stromae, c'était chouette, ça nous a permis de le faire. Donc on a appelé Chris Marquez et Jacqueline Spencer, avec qui moi j'avais travaillé sur un autre film déjà. Et ils ont trouvé l'idée géniale de faire en fait une chorégraphie, d'inventer une chorégraphie pour un film d'animation. Ils n'avaient jamais fait ça. Et donc ils ont pensé une chorégraphie sur la base de la musique des Puggies qu'on connaît. C'est des danseurs qui ont dansé littéralement pour une compagnie de danse. Hein, voilà, donc on leur a demandé de filmer de façon très précise, avec un angle précis et fixe, les danseurs. Et à partir de ça, Jérémy et Chris Jacqueline ont beaucoup échangé sur ce qui était possible, pas possible, les mouvements, etc. Ce qu'on avait envie quand même de quelque chose qui soit très Broadway, très musical, mais qui soit aussi possible à animer sans que ce soit facile, chouette, etc. Et donc voilà, ça s'est passé. Il y a eu quelques moments de gloire où moi j'ai essayé de danser pour dire il faudrait ça. Alors Chris Marquez il était mort de rire. Je crois que c'est un 0 sur 10 on va dire. Mais bon. Non mais c'est très très chouette parce que comme je disais lors de la présentation, c'est vrai que l'animation et la danse, il y a vraiment un langage commun et c'est très étonnant comment on s'est très vite compris. Et puis c'est marrant parce que Chris, c'est pas mal qu'on va pas le sortir des VF, mais il aime bien aussi faire des images. En fait, il fait des spectacles et c'est lui qui fait sa scénographie lui-même, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Et il utilise des fois des softs 3D, des trucs comme ça. Enfin, c'est un geek. Ah non, c'est un multi-artiste comme ça. Et donc il dit tu utilises quoi pour faire ci ou pour faire ça. Donc c'est marrant, on a vraiment discuté ensemble sur à la fois sur la danse et aussi de comment on fait les images. Et... Non, c'était vraiment une super expérience. Et donc, on avait les vidéos, les animateurs ont adapté. Alors, des fois, effectivement, il y a un danseur, mais derrière, c'est un canard, donc on reprend le truc. Mais je pense qu'il y a eu un vrai... Pour moi, c'est la première fois que je faisais ça, mais quand je vois maintenant le résultat, je vois vraiment la plus-value de dingue. Que l'on doute de soi, il y aura toujours un ami. N'ayez crainte, votre sauveur est arrivé. Au niveau du style visuel, on a deux types de rendus. Ouais. Un rendu assez classique et qui est dans l'ADN du studio, et un rendu plus stylisé, ce qui a amené à prendre cette décision et à surtout aller vers ce rendu-là. Quand on a développé le projet au début, donc on a cherché différentes façons de faire les fantaisies, on a même réfléchir à travailler sur différents formats d'images. Mais moi, c'était pas encore assez clair. C'est vrai que c'est Christopher Grau qui est notre CG Sup et directeur artistique, qui a pris la direction artistique de ces parties-là et qui a proposé ça et on a rebondi dessus. On dit banco, on y va, c'est bien. Et alors effectivement, il y a eu une learning curve parce que c'est pas vraiment notre métier de base, mais c'est chouette. Et on a même ajouté parce que dans les fantaisies, le principe c'est que Don au début il est inspiré par ses livres.
Et après, il insère tout ce qu'il voit autour. Enfin, c'est ça l'imagination. Hein. Donc, il insère des choses qu'il a vues dans la journée, dans ses fantaisies. Et donc, au début, on a encore un peu plus 2D que vers la fin. Et donc, les effets spéciaux, en fait, ont été faits en 2D. Vraiment, là, c'est la première fois qu'on fait ça. Ouais. Ensuite, son imagination va être alimentée aussi par le réel. C'est pour ça, par exemple, sur la scène de la tempête, l'eau, c'est quelque chose qu'il connaît. Il a déjà vu l'eau. Donc en fait, l'effet d'eau est traité de façon très réaliste. Simplement, les vagues sont complètement démesurées et ressemblent plus à une vague de cousaille livresque qu'à une vague réelle. Donc en fait, on mélange des textures et des effets qui sont des effets très réels de ce qu'il connaît déjà, avec des choses qui sont complètement inventées. De la même manière, dans la scène du dragon, le petit poussin, le petit caneton, il est complètement réel. Donc on a un effet extrêmement réaliste, du poil, du caractère FX très poussé, mixé avec un dragon qui, lui, est complètement dessiné. Ouais, on voulait avoir un effet un peu collage, un peu surréaliste dans ces fantaisies, mixer la réalité et la fantaisie, c'était vraiment ça. Et surtout qu'en plus, bon, c'est compliqué quand on fait des allers-retours fantaisie, réalité, aussi bien ça qu'en montage et en mise en scène. Donc il fallait vraiment beaucoup de choses au niveau de visuel pour le faire. Et aussi, on a travaillé au niveau du mix, hein. Je sais pas si vous avez vu dans la salle, mais on travaille avec piste rouge au niveau du son, et quand on est dans la réalité, le son est plutôt dans l'écran, et quand on est en fantasy, c'est bigger than life, et on a fait en sorte que dans le Dolby, le son arrive comme ça. Donc c'est plein de choses qu'on fait pour accentuer ce changement. La musique aussi, c'est-à-dire qu'on est très orchestral, épique, fantastique dans les scènes d'imagination, alors que dans les scènes de réalité, on a des choses plus pop. Des choses aussi, plein de styles différents. Un peu plus urbain. Beaucoup d'inspiration aussi de références cinématographiques sur la scène où il arrive justement, où il grimpe, etc. On fait référence au film de casse des années 70, du Lalo Schifrin ou des choses comme ça. Donc il y a aussi plein de références cinématographiques qui viennent convoquer les genres cinématographiques c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses qu'on aime dans le film, quoi. Quelque part, c'est un peu tout notre. Moi, je dis toujours, moi, ce que j'aimais dans le concept de Don Quichotte, parce que moi, mais ce que j'aimais dans le concept de Don Quichotte, c'est ce côté aussi Terry Gilliam, parce que Terry Gilliam, c'est vraiment ce qu'il a drivé aussi bien dans les films comme Brasil ou le Kingfisher, le roi pêcheur. Et j'ai toujours adoré l'aspect visuel qu'il y avait là-dedans. C'est quelque chose que je voulais essayer de mettre aussi dans ce film-là, cette fantaisie visuelle. Ouais. Le tout début du film, donc on a des FX 2D qui ont été faits par Verlaine Mayer. Ouais, exact. Ouais. Comment ça s'est passé la collaboration avec eux, et est-ce que c'est quelque chose d'habituel pour N-Wave de travailler avec des studios comme ça? Non, ça n'était pas habituel, mais on se l'interdit pas du tout, et on veut surtout pas se l'interdire à l'avenir. Donc ça, c'est en fait Verlaine Mayer, moi je les ai rencontrés il y a 3-4 ans, et puis je suis allé visiter leur studio, on a discuté, on s'est bien entendu, ils aiment bien le travail qu'on fait, on aime bien le travail qu'ils font. Bon, on a commencé à travailler avec eux sur le projet Stromae d'ailleurs, travailler sur le storyboard au départ. Et puis là sur les effets 2D, on les a sollicités. Parce que c'est vrai que nous on a une équipe FX, mais plutôt Houdini, 3D, etc. Et effectivement là c'est une autre façon de faire les effets spéciaux, et donc c'était finalement une super idée, parce que ça met ça je sais pas, je trouve que ça donne ça amène un truc incroyable. C'est intéressant, c'est-à-dire que voilà, enfin dans la vie du studio là, c'est vrai que ce film-là est aussi une étape nouvelle. On essaye d'être plus ambitieux sur le plan formel, d'amener des choses nouvelles. C'est chouette. C'est enrichi. À propos d'ambition, justement, en tant que producteur, une des contraintes, c'est de tenir le budget. Ouais. Donc de faire beaucoup sans forcément dépasser les montants alloués. Est-ce qu'il y a eu des décisions un peu difficiles à prendre, des scènes sur lesquelles il a fallu faire des sacrifices? Comment ça s'est passé? Des sacrifices, non. Non, mais si, on essaye quand même de rester dans une longueur de film, parce que évidemment, non, si 10 minutes d'animation en 3D, c'est quand même c'est conséquent sur le budget. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, avec N-Wave, on travaille aussi avec Vincent Filbert, le directeur de studio, de voir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à l'histoire ou pas. Il y a des séquences de course-poursuite dans New York.
On peut des fois le faire dans un quartier, pas dans 3 quartiers, par exemple. Bon, Disney le ferait dans 3 quartiers parce que c'est open bar, mais nous, on doit un peu se limiter à ce niveau-là. Puis, on doit aussi essayer d'être intelligent, de cadrer d'une certaine manière pour que on ait le maximum de dans l'image. Mais voilà, on est encore un petit peu en mode. Moi, j'ai fait Super Infocom, je suis un peu en mode étudiant. Et à l'époque, il y avait des contingences techniques de dingue, hein, donc pour pouvoir sortir un film. Bah, moi, je pense que ça reste toujours un petit peu. On essaye toujours d'optimiser le maximum pour que qu'on ait le maximum dans l'idée, l'image. c'est que, enfin, nous, notre philosophie, on n'a pas des budgets limités. Donc, notre philosophie, c'est que tout soit à l'image, déjà. Ouais. Donc, on essaye de prendre les décisions le plus tôt possible dans le process. Donc, c'est vrai qu'on a, Faut être malin. Ouais. on a été malin, mais la scène d'ouverture dont vous parliez, c'est une scène d'ouverture qui n'était pas nécessairement au premier scénario qu'on a ajouté. Mais ça, c'est des décisions qu'on a prises au storyboard, ou très tôt, ou même en prév. Ouais. Et, donc, effectivement, il y a d'autres séquences des fois, qu'on a décidé de pas garder, alors qu'on était en prév, de rajouter certaines, d'ajuster, etc. Mais on essaye d'anticiper au maximum ces décisions-là pour ajuster les choses. On a fait des retravails de montage à plusieurs moments, mais des sacrifices, pas vraiment. Mais c'est des décisions. En fait, la clé, c'est que comme tout est intégré, on fait tous au même toit. On est vraiment, Jérémy et moi sur ce film, on a parlé quasiment tous les jours pendant 3 ans. Donc toutes les décisions sont prises de façon concertée tout le temps, tous les jours, etc. Mais ça va vite, hein. Ça va vite en fait. Ça va vite et donc décision qui tombe. Il y a pas de sacrifice. Il y a pas un moment où on va dire tu vas pas pouvoir faire cette scène, etc. Non, c'est des décisions qui sont prises au jour le jour, heure par heure. C'est collégial de façon très concrète, de façon très collégiale. Voilà, et des arbitrages qu'on peut faire sur. De toute façon, on va toujours privilégier. Voilà, on préférera toujours se dire, ok, on va mettre. Faut qu'à l'écran ça claque, faut qu'il y ait un visuel. Donc on se dit, ok, si on développe un décor extrêmement ambitieux, on va faire en sorte que ce décor on l'utilise vraiment. On va pas l'utiliser pour 1 minute ou pour quelques frames. Ça c'est normal, c'est notre équation économique fait qu'effectivement on va pas se permettre de faire. De créer un nouveau monde pour 2 minutes, quoi. C'est pas possible. J'ai un exemple avant qui explique un peu comment des fois ces économies drivent un peu l'histoire aussi. Dans l'une des versions du script original, il rencontrait beaucoup plus d'animaux différents à chaque fois. Et il y avait pas vraiment, il les retrouvait pas, quoi. À chaque fois, c'était des trucs. Et nous, on a proposé d'avoir une espèce de retrouver à chaque fois les animaux et la relation avec ces animaux qui, au début, surtout DJ Doggy Dog, il est rejeté par les animaux. Et au fur et à mesure, il a accepté, puis, voilà, donc on a fait une progression. Et du coup, plutôt que de faire 50 animaux, on réduit à 15. Et en plus, au niveau histoire, il y a un arc qui se met en place. Donc c'est vraiment. Ouais, il y a des points qui se répondent. Voilà, et je pense que finalement c'est pas mal, hein, parce que des fois c'est vrai que narrativement, des fois ça peut être chouette aussi. Hein. Ce qu'on dit toujours, c'est de la contrainte que naît la créativité. Voilà, c'est ça. C'est la réalité, c'est que. Voilà, après nous, on fait des films qui coûtent en gros 20 millions. C'est le budget d'Inséparable, 20 millions d'euros, ce qui est à la fois beaucoup d'argent et très très peu par rapport à des gros films de studio. Voilà, nous. Trouve que la qualité ce qu'on délivre pour 20 millions, on n'a pas à rougir quand on le compare à des films qui ont coûté parfois 3, 4, 5 fois plus cher. Voilà. Les Inséparables. Il y a des ratons laveurs, des petits gars qui me charrient et mon pote part en vrille, ça on l'a tous compris. Bien sûr, le film sortira en relief et existera en relief. On était simplement pas prêt pour présenter la version relief à Annecy. Voilà. Mais du coup, en termes de marché, parce que du coup, on a un coût additionnel de rendu, mais ça peut rapporter plus derrière avec les séances relief. De moins en moins. Voilà, justement, quelle est un peu l'équation l'équation économique, objectivement, elle est pas. Alors, c'est la spécialité d'Enwave depuis toujours, c'est le savoir-faire d'Enwave. Donc voilà, et on a des outils, on a une expertise qui fait que, ok, il y a du temps de calcul, il y a du temps de rendu, mais on a quand même une expertise interne qui fait que c'est tellement naturel que pour nous, c'est pas des coûts additionnels monstrueux. Ce sont des coûts additionnels, mais c'est pas monstrueux. Donc là, on est à un stade où on a quand même encore certains marchés, certains territoires sur lesquels ça a du sens. Les Pays-Bas, par exemple, on a fait, je crois que c'est sur Bigfoot Family, on fait presque 40% de nos entrées en relief. C'est pas la Chine aussi qui est encore assez à fond là-dedans? La Chine, mais la Chine, voilà, c'est un marché où nos films ont très très bien marché. Là, c'est un peu plus difficile. Alors, Chicken Air sort dans 3 jours, 4 jours.
en Chine, enfin la semaine prochaine en Chine, on va voir ce que ça va donner. Le festival aussi de Shanghai. Voilà, et Inséparable est présenté à l'heure qu'il est, même en ce moment même. Non, enfin, c'était il y a quelques heures au festival de Shanghai en compétition officielle. Donc voilà, la Chine, ça reste un marché fort, l'Europe de l'Est. Donc il y a encore des marchés. Et c'est vrai que c'est un revenu additionnel. Il est extrêmement difficile à évaluer ce revenu additionnel parce que nous, on vend nos films à des distributeurs qui nous les achètent. Donc pour eux, c'est éventuellement un revenu additionnel. Après que ça revienne vers nous, ça c'est pas évident. Donc voilà, mais c'est... Ouais, les Inséparables sortiront en relief. Après, s'il y a une nouvelle techno qui arrive dans 5 ans et que au final, ceux qui ont calculé les 2 yeux, ils peuvent revaloriser leur catalogue, c'est pas impossible. Hein, de toute façon, voilà, c'est dommage. Comme là ici, on a un peu on est en place pour faire de la 3D. C'est dommage de pas le mettre en place tant que de toute façon c'est pas après qu'on va le faire quoi. C'est tant que les images, tant que les assets sont sur les disques et que on est en production sur le film après. Mais plus généralement, l'ADN d'Enwave, et ça c'est vraiment hyper important, on doit absolument le garder, c'est qu'on soit vraiment le state of the art en termes technologiques. C'est vraiment de dire ok, on est certes on est un studio européen, certes on n'est pas Pixar, etc. Mais c'est pas une raison pour pas être au top du top en termes technologiques. La 3D relief, c'était le cas à une certaine époque, c'est moins le cas. Mais par exemple, sur Inséparable, on est en Dolby Atmos, Dolby Vision, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, on était juste en 5.1. Donc là, on fait tout le travail sur le son, on monte aussi d'un cran et on va plus loin et plus haut. En termes de soft et l'utilisation des softs, enfin, on est vraiment à chaque fois au top du top du top. On a une technologique un peu en interne. On est technologiquement au top du top. L'idée, c'est que vraiment, quand un film Enwave sort, on est au top de ce qui peut se faire dans nos technologies. Voilà, c'est pas juste pour être technophile et pour être au top du top. C'est qu'on est convaincu que c'est le métier qui veut ça aussi. Ouais, c'est le métier qui veut ça, mais c'est parce qu'on sait utiliser et bien utiliser ces outils-là qu'on a une qualité qui fait la différence. C'est DJ Doggy Dog. Écoute ça, donne, je suis retombé sur mes pattes. J'ai un nouveau postier, je suis chaud patate. Du point de vue réalisation, la partie relief, du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'en tant que réalisateur, vous gérez vous-même? Est-ce qu'il y a un stéréographe En fait, oui, on a quelqu'un qui gère la 3D, c'est Philippe Taillet, qui supervise aussi le layout. Enfin, il gère la caméra. Et donc, moi, j'ai toujours un œil, je check toujours la version en anaglyphique, pour l'instant, donc rouge et bleu, là, juste pour checker en disant, là, c'est un peu trop fort, là, c'est bien, mais bon, je suis vraiment d'un œil. Je l'ai fait beaucoup plus avant, parce que moi, j'avais travaillé sur Fly Me to the Moon, là où c'était le gros truc. Donc oui, j'ai toujours un œil là-dessus, mais c'est vrai qu'effectivement, maintenant, je suis plus occupé à rajouter du relief dans les personnages que dans la caméra. Je pense que c'est important aussi. On a parlé de New York un peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait que c'est cette ville qui a été choisie comme lieu et pas une autre grande ville? Ouais. Bon, voir la péninsule ibérique pour revenir un peu sur les origines du personnage. Non, alors d'abord parce que le script était écrit comme ça à l'origine. Cohen et Sokolov, ils sont new-yorkais, donc. Cohen et Sokolov, les auteurs de Toy Story, sont new-yorkais, ils l'ont écrit là-bas, ils l'ont écrit à New York. Donc bon, le script est écrit comme ça à la base. Après, on s'est posé la question à un moment de se dire, est-ce que on le fait pas dans un parc à Bruxelles, est-ce qu'on le fait pas dans un parc à Paris, est-ce qu'on le fait pas dans un parc ailleurs, ou est-ce qu'on fait pas un parc imaginaire, c'est-à-dire une espèce de Central Park imaginaire. Et puis en fait, on est assez revenu très vite à Central Park. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ultra cinématographique. C'est-à-dire que Central Park, New York, on l'a vu dans tous les films, de Ghostbusters à Home Alone, etc. C'est le parc entouré d'une ville qui en fait est totalement universel en fait. Ah oui, c'est l'universalisme absolu quoi. Un mur comme ça. Et donc en fait, ça convoque tellement d'images, d'imaginaire, ça convoque tellement de souvenirs cinématographiques, ça convoque tout. Et en fait, que vous soyez chinois, que vous soyez américain, que vous soyez français, que vous soyez espagnol, Central Park, c'est l'archétype du parc, du théâtre de marionnettes et de la ville autour en fait. Donc ça marche tellement bien qu'on s'est dit, et on a joué beaucoup avec ça aussi sur la dernière partie du film, avec des références aux films de super-héros, quand Don arrive sur le toit avec les lumières de la East River, ça convoque Batman, Spider-Man, une certaine cinématographie. Ouais.
Ouais, non, c'est ça. Par contre, on est revenu on s'est dit, mais en fait, bien sûr. ouais, c'est un peu, pour nous, c'est un peu une ville-monde, c'est pas forcément américain. D'ailleurs, on n'a pas mis de drapeau américain dans les rues, des choses comme ça. On s'est approprié, en fait, on s'est approprié New York, on l'a adapté, pour des raisons aussi d'économie, de certaines manières, des choses aussi, on peut pas mettre des marques partout, parce que c'est compliqué à gérer. Donc on a vraiment, en fait, on l'a réadapté à notre manière. C'est un New York qui n'existe pas, en fait, quelque part, hein. Oui, puis c'est un New York qui dans 10 ans, quand on verra le film, sera inchangé. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'archétype de la mégalopole monde, quoi. C'est plus une sensation que vraiment New York. Enfin, si on reconnaît New York. Et surtout, ce que j'aime bien, moi j'étais une fois à New York, j'avais été en 2000, et j'étais aussi comme ça, à me balader dans les buildings où c'est bigger than life. Et c'est ça que ça raconte aussi dans la vie, c'est que il est tout petit dans ce parc, il a même pas connaissance qu'il y a des buildings derrière et tout, et il va découvrir en fait ce truc bigger than life. Et moi j'aime vraiment bien cette progression, et cette ville s'y prête vraiment bien. Ouais. Après on aurait pu le faire dans d'autres villes, mais moi je pense que c'est pas pour être américain ou quoi, c'est vraiment plus que c'est un des plus beaux décors au monde. Dernière question, on est ici au Festival d'Annecy, et donc il y a le film qui a été projeté en présence du public. Ouais. Qu'est-ce que ça fait en tant que producteur-réalisateur de voir le film non pas dans le studio, mais en présence du public et d'avoir ses réactions autour? Bah déjà, ouais, tu parleras après, parce que toi, ça te fait plein de choses. Ça veut... Mais moi aussi, ça m'a fait plein de choses. Moi, le truc qui m'a frappé... Hein ah oui, moi j'ai ma petite larme, ouais. Non, moi, ce qui m'a le plus frappé, bon, déjà, c'est super d'avoir une salle pleine, etc. Et finalement, avec le film d'animation, pas comme dans le film live où un réalisateur ou un producteur, on peut faire des tournées en montrant le film dans des dizaines de festivals. Les occasions en animation sont relativement rares, en fait. Donc déjà, c'est une satisfaction. Moi, ce qui m'a le plus touché, ce qui m'a le plus frappé, c'est de sentir que le public était dans le film, suivait le film, était dans le film. Et il y a un moment dans le film où il y a un silence total. Il y a 2 secondes, 3 secondes de silence blanc total, qui est un choix délibéré, assumé qu'on a fait. Et là, il y avait un silence absolu dans la salle, pas un bruit, pas une respiration, pas un bâillement, pas un bruit de pied, pas un mouvement sur les sièges, etc. Moi, je me suis retourné, j'ai regardé comme rapidement, j'ai tout. Et là, en fait, de sentir que ce qu'on a eu envie de créer, de provoquer comme émotion chez le spectateur et dans le public fonctionne, ça, c'est quand même... C'est chouette, quoi. Ça fait plaisir. Bon, et toi Bon alors, déjà, moi, c'est marrant parce que je dis, ouais, ça y est, le film est fini, mais bon, ceci dit, j'ai encore des réunions de production la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, ils vont encore finir finaliser le film. Non, mais on était très soulagés parce que c'est vrai que quand on avait été sélectionné pour Annecy, on voyait l'avancement au niveau des équipes. Alors, surtout, les équipes lighting, rendering, ils étaient un peu la gueule parce qu'ils disaient, ah, on va pas y arriver, mais on a quand même réussi à avoir quelque chose de présentable. Donc, j'étais soulagé d'avoir quelque chose de montrable, que le public est applaudi à la fin. Et c'est vrai qu'à Annecy, ce qui est génial, c'est qu'on est porté par le public. Hein. Il y a vraiment une ambiance, c'est super bienveillant. Et donc, moi, oui, je sais pas aimé. On voit la photo sur l'autre article 3DVF où j'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, mais c'est spontané, j'étais hyper content et soulagé de pouvoir être là, parce que c'est vrai que c'est quand même un travail de moine, hein, pendant 3 ans, on est un peu comme ça, même si on travaille avec des équipes. Et là, de voir son bébé on présente son bébé comme dans le Lion King, quoi, comme ça, c'est vraiment... Et puis tout le monde fait ouais, donc... Imagination, imagination, imagination.